Elle aime ses spaghettis, elle aime les italiennes. Elle aime ses pocnetti, elle aime les italiennes. C'était une figure de la provocation et de l'anticonformisme. Le professeur Choron est décédé ce matin. C'était le surnom de Georges Bernier, l'ancien fondateur et patron d'Harakiri et de Charlie Hebdo. S'est éteint à l'âge de 75 ans. Il se qualifiait lui-même d'humoriste bête et méchant. Regarde, regarde, ma bite est toujours là. C'est ce qu'a dit Ardisson, j'habite toujours là. Voilà. Tu sais où elle était Elle là est, elle est là, tu vois les poutres apparentes, elles apparaissent, elles disparaissent dès que je cache ma bite. Voilà, c'est ce que je fais. Alors j'ai attendu le printemps pour rendre hommage au professeur Choron, qui nous a quittés il y a 20 ans, voilà, en 2005. Alors c'était au mois de janvier 2005 qu'il est parti. Puis voilà, j'ai préféré attendre le printemps pour lui rendre un petit hommage avec les piou-piou, avec les nouvelles feuilles qui sont sur les arbres, vous voyez. Parce qu'avec Choron, il y avait toujours un espoir de renaissance, malgré son côté iconoclaste et je démolis tout. C'était un amoureux de la vie, et il vivait à 100 à l'heure, il aimait tellement ça qu'il n'avait pas oublié de vivre à 100%. Donc voilà. Alors Choron, alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, parce que bon, bah voilà, c'est une autre époque, hein, il s'appelait Georges Bernier, et il s'est fait appeler professeur Choron parce qu'il était, un coup, il était tombé dans une rue qui s'appelait la rue Choron, et il a voulu se prendre un pseudo, il a rajouté professeur devant, et ça faisait beaucoup plus sérieux. Ce gars-là, en fait, a un parcours complètement atypique parce qu'il n'est pas sorti de Sciences Po, il a aucun diplôme de journaliste, il n'a aucun diplôme tout court d'ailleurs. Et quand il était tout jeune, il habitait à la campagne, mais dans une campagne où on se faisait chier. Et vu que c'était un vrai prolo, il cherchait une idée pour se barrer, voyager, vivre l'aventure, sans débourser un centime, quoi, parce qu'il n'avait pas de sous. Alors, et du coup, bah, il s'est engagé chez les paras et il s'est retrouvé à faire l'Indochine. Professeur Choron, merci d'être avec nous, asseyez-vous. Essayez de ne pas déranger votre invité. Asseyez-vous. Ça en surprend certainement certains parce que le professeur Choron c'est plutôt l'anard de service, etc. Mais il faut dire qu'il a été de longues années, 9 ans, militaire, chez les parachutistes et pas de la gnognotte, et qu'il s'est engagé lui-même, il a même fait l'Indochine. Quand il est revenu d'Indochine, en fait, il s'était fait une idée de ce que c'était que d'obéir à des ordres, chose qu'il détestait, et il est devenu complètement anarchiste. Ensuite, il est allé vendre des journaux à la criée, et c'est comme ça qu'il a rencontré un jour François Cavana. Et Cavana a proposé à Choron de s'associer et de lancer un hebdomadaire qui s'appelait Harakiri. D'ailleurs, je crois que c'était même pas un hebdo, c'était un mensuel. Choron et Cavana montent une équipe de dessinateurs et de chroniqueurs sans Dieu ni maître, sans foi ni loi. Et vas-y que je te casse tout. Du gros burlesque, quelques paillardises, beaucoup d'impolitesse et autant de cynisme, telle fut la signature de Choron et ses acolytes. Harakiri fut leur bébé et une arme redoutable pour brocarder les puissants. Bref, la télé était contrôlée par le pouvoir et pourtant, eh ben, au niveau de la presse, il y avait beaucoup plus de liberté que maintenant, puisque il y avait beaucoup plus de presse indépendante que maintenant. Enfin, je dirais même, c'est un euphémisme, puisque à l'heure actuelle, il n'y a plus de presse indépendante. Donc, Harakiri avait le droit d'exister en tant que presse. Donc, on trouvait ça dans les kiosques, au même titre que Le Monde, au même titre que Le Figaro. Libé n'existait pas encore, donc c'était une bonne époque. Donc tout y passait, et on pouvait parler de cul, on pouvait parler de contraception par le biais de la satire. Et ça c'était intéressant, parce qu'on était à l'époque où les femmes n'avaient pas encore accès à la contraception, et le droit d'avorter n'existait pas non plus. Et on parlait d'écologie aussi à l'époque, on cartonnait aussi sur la société de consommation déjà. Alors, comme je disais précédemment, en reprenant Choron, mai 68 n'aurait pas eu lieu si Harakiri n'avait pas existé. Je suis vachement prétentieux, et Cavana avec moi aussi et toute l'équipe. On considère qu'il n'y aurait peut-être jamais eu de mai 68 en France si Harakiri n'avait pas existé en France. Parce que Harakiri a influencé, avant mai 68, c'est-à-dire Harakiri a influencé pendant 8 ans une jeunesse
qui a fait mai 68. Voilà ce que nous pensons. Et nous avons trouvé sur les murs, en mai 68, des slogans Harakiri, et c'était vachement sympa, quoi. Et c'est vrai parce que quand on lit les slogans, les graffitis de la Sorbonne à l'époque de mai 68, on s'aperçoit qu'ils s'étaient inspirés de ce que balançait la bande à Choron. Donc vous voyez, et c'était d'une poésie incroyable, parce qu'il y a des slogans qui sont géniaux, quoi. Comment s'est passée l'interdiction d'Harakiri en 1970? Ben, c'est très simple, c'est que De Gaulle est mort en novembre 70 et Harakiri avait titré Balle tragique à Colombey, un mort. Et en fait, bon, Colombey, c'est Colombey les deux églises, hein, c'est là où habitait De Gaulle. Une semaine ou 15 jours avant, il y avait eu un bal en France, je ne sais plus dans quelle commune c'était, on va l'afficher, hein. Et il y avait eu un incendie, et il y a eu des morts ce jour-là dans ce bal, et la presse avait titré Bal tragique. Et du coup, bah, Choron s'était inspiré de ça pour faire la une de Harakiri. Pour annoncer la mort de Gaulle, et ça n'a pas plu au pouvoir et ils ont fait interdire Harakiri. Et ben ça n'a pas loupé, une semaine ou deux après, un hebdomadaire avec le même graphiste, les mêmes dessinateurs, les mêmes chroniqueurs et tout apparaissait sous le nom de Charlie Hebdo. Harakiri plusieurs fois censuré, parfois même interdit, jusqu'à ce titre, en novembre 70, à la mort du général de Gaulle. Le journal doit changer de titre pour continuer. La nouvelle aventure a pour nom Charlie Hebdo. Et là, ils ne pouvaient pas l'interdire puisque c'était une nouvelle gazette. Mais c'était les mêmes, et vas-y, c'était reparti. Et là, ils ont traversé les années 70, ils ont tout flingué. Ils ont pris fait et cause pour les paysans du Larzac, pour les écolos, parce que Rézère avait de la sympathie pour l'écologie, mais il n'aimait pas les écologistes. Il aimait le cinéma, mais n'aimait pas les salles de cinéma. Il aimait le socialisme et détestait les socialistes. Enfin bref, c'était Rézère. À l'époque, lui, il y avait GB, à l'époque, qui avait créé une BD qui s'appelait L'An 01. Et GB était dans Harakiri aussi. Et L'An 01, qui est devenu un film réalisé par Doyon et... Comment il s'appelle l'autre C'est Alain René, enfin voyons. Le L'An 01, c'était en fait ce qu'on rêverait d'avoir aujourd'hui, une révolution joyeuse, non violente, rigolote, poétique, humoristique. En fait, l'histoire c'est que tout le monde sait que le mardi, tel jour, le mardi suivant, bah, tout va s'arrêter sur la planète, on arrête tout, on travaille plus, c'est tout fini. Donc c'était la meilleure façon de flinguer le capitaliste. C'est-à-dire on arrête tout, puis on se parle, on voit ce qu'on fait, et comment on s'organise. Et c'est génial, parce que le film est super, et la BD aussi. Dans ce film, bah, on voit débuter toutes les stars des années 70, 80, 90. Donc toute la bande du Splendide, toute la bande du Café de la Garde, Romain Bouteille. Donc on voit Depardieu à ses débuts, Miou Miou, Henri Guibet. On voit Romain Bouteille aussi, Jacques Higelin qui débutait aussi, François Béranger qui chantait aussi avec sa guitare. Et donc c'était un film génial. Et c'était donc et dedans donc il y avait toute la bande à Choron. Et justement Choron, lui, avec Cavana, faisait partie de ceux qui étaient contre-révolutionnaires. Donc ils voulaient flinguer l'an 01, la révolution de l'an 01. Donc c'est eux, ils représentaient les capitalistes qui voulaient reprendre le dessus.
Et Choron était excellent parce que même dans les rôles de salaud, il était excellent. Si vous avez l'an 01 chez vous ou si vous avez le moyen de le capturer quelque part, allez-y, regardez-le parce que moi c'est comme ça que je vois la Révolution. Encore maintenant, ça n'a pas pris une ride, c'est toujours d'avant-garde. Alors le professeur Choron avait donc comme copain Rézère, et Rézère avait un humour très spécial, et je ne suis pas arrivé à retrouver la BD de Rézère, où le héros c'était un chien soviétique qui arrive en France. Donc le chien soviétique parle à ses copains chiens français, et donc il vend tous les mérites de son modèle communiste de l'Union soviétique, et donc il leur dit, puis il frime un peu, le chien soviétique, il dit ouais, chez moi j'ai une niche, l'hiver quand il fait -30, elle est chauffée, c'est l'État qui me paye ça, c'est gratuit, les soins vétérinaires c'est gratuit, l'école des chiens c'est gratuit, on se fait refaire la devanture, c'est gratuit, la bouffe est gratuite, c'est l'État qui nous paye ça. Enfin bref, c'est royal quoi. Donc vous voyez, nous on a un modèle économique et social génial. Et là il y a un des chiens français, un vrai bâtard, lui qui était le zonard des chiens français, et qui lui disait mais c'est sympa ce que tu nous racontes, mais si c'est si bien que ça, ton pays, ton paradis, pourquoi tu es venu ici? Et le chien soviétique dit, bah, je suis venu parce que je voulais savoir comment ça faisait d'aboyer. Voilà, ça c'était Rézère. Et ça plaisait à Choron. Il adorait ce genre d'humour. Choron était un anarchiste incontrôlable, même dans les mouvements libertaires. Moi, quand je parlais de lui, parce que je faisais il y a quelques années de ça en arrière, je dirais même des décennies, je faisais des concerts de soutien pour la Fédération anarchiste, pour la librairie La Plume Noire à Lyon, qui était la librairie de la Fédération anarchiste, pour d'autres mouvements libertaires, etc. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'avaient pas d'humour. Et quand j'avais chanté ma chanson en hommage au professeur Choron, je m'étais fait presque engueuler parce qu'il disait ouais, de toute façon, Choron, il était sexiste, c'était un macho, un phallocrate, etc. Et ils n'avaient pas compris que c'était d'abord un provocateur, un humoriste, et qu'il faisait exprès de dire ce qu'il disait, mais que dans la vie, c'était quelqu'un d'autre. Non mais on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Donc ce soir, on parle de l'armée de métier. Vous êtes bien d'accord? On va parler, entre autres, de l'armée de métier. Si on parle de pain, on parle avec des boulangers. Voilà, très bien. Donc là, ce soir... La guerre doit être faite par des gens de métier. Par des professionnels. Et ça rassure tout le monde de savoir que le gars qui va te flinguer connaît son métier. On va peut-être pas attaquer tout de suite dans le vif du sujet, prof. C'est juste un truc, il n'y a rien de plus terrible que de se faire couper la tête par un con, disons, qui va te couper la tête avec un couteau à pain. Christophe, l'avantage de l'armée de métier aussi, c'est qu'on n'a plus à s'emmerder avec des monuments aux morts, avec des cérémonies à la con. Ah, du respect, attention. C'est parce que... c'est sûr, on attend deux armées de métier. Je dis qu'à partir du moment où le gars, c'est son métier, d'aller mourir pour sa patrie, eh bien, quand il crève, c'est comme si le boulanger tombe dans son pétrin ou le charcutier dans sa machine à lâcher la bidoche. Tu comprends? Monsieur de Chavannes, Qu'est-ce que vous pensez de ce que... Non, je ne pense pas, je ne pense rien de ce que dit Monsieur Choron. Je voudrais qu'on reste... Et c'était tellement quelqu'un d'autre, c'était quand même un mec complètement altruiste, même si au niveau de la gestion d'Harakiri puis de Charlie Hebdo, il était limite, ce qui leur a coûté des sous, parce qu'il faisait le con au niveau de la gestion. Mais il a monté un journal pour les gamins, parce que c'est vrai que les gamins, au niveau des BD pour gosses, c'était assez cucu, assez débilisant. Et il avait monté un journal qui s'appelait Gros Dada. Et donc il parlait de choses interdites, mais en s'adressant aux gosses, quoi. Et donc à travers la BD, à travers la poésie, on a tous les droits quelque part. Donc il avait fait Gros Dada pour les enfants. Et c'est vrai que moi je me souviens, on avait des chanteurs aussi pour les gosses, que ce soit Henri Dess, bon Chantal Goya, j'en parle même pas, c'était le sommet de la cuculerie. Franchement, c'était prendre les gosses pour des cons. Il y avait aussi Anne Sylvestre. Alors, ce qui était marrant, c'était la chanteuse pour gosses des familles de gauche.
les parents de gauche ne feraient pas des disques d'Henri Dess à leurs gamins, c'était Anne Sylvestre. Et moi, j'ai jamais supporté ça. Et par contre, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents intelligents, donc j'ai droit, moi, à Steve Waring. Donc c'était un chanteur qui faisait à la fois de la chanson pour les gosses, mais aussi pour les adultes, et il mélangeait un peu tout ça. C'était de la folk song, un peu pour les gosses, avec des thématiques derrière qui étaient sympas. Et c'était, je crois que c'est le seul, avec les Ours du Scorff, groupe de folk breton pour gamins, je crois que c'est les seuls qui n'ont pas été cucus et qui ont eu un discours intelligent pour les gosses. Bon, après, il y a aussi des punks qui s'en sont mêlés. Didier Wapas a sorti quelques chansons adaptées aussi pour les gosses qu'on peut faire écouter aux gosses, mais sinon, voilà, je vois pas d'autre chose. Si, il y a eu Jérôme Savary, mais c'était pas de la chanson, lui, c'était du théâtre enregistré sur disque vinyle avec le Grand Magic Circus. Il racontait des histoires pour les mômes complètement hallucinantes, style le grand méchant cochon et les 3 gentils petits loups. Ça, c'était génial. Je parle de ça parce que ça se rapprochait de l'école de Choron. Il a inspiré tous ces gens-là, Choron, parce que lui, son truc, c'était essayez tout, ne vous censurez pas, parce que Choron détestait encore plus l'autocensure que la censure. Quand des fois il s'engueulait avec les dessinateurs de Charlie. Ce jour-là, Ciné, le plus coté des dessinateurs parisiens, proposait à Harakiri un dessin politique. Mais un dessin politique pour dire quoi? Harakiri a fait des progrès, pas toi. Mais que vous le vouliez ou non, vous avez dû tout d'un coup vous mouiller alors que vous ne vouliez jamais le faire. Vous n'aviez jamais voulu le faire. Et vous vous êtes embraillé dans un truc où maintenant vous devez parler de choses... On est bien d'accord, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est ne pas prendre le ton prêchi-prêcha, pas prendre le ton militant. Non, ça, le dessin est chouette, mais là, c'est répété, c'est répété. Non, c'est la dernière phrase, là. Oui. Si tu me fais une phrase à la Harakiri, en effet, ça ne marchera plus, parce que tu vas désamorcer tout le truc... C'est lui qui est démasqué dans les affaires. C'est lui qui est démasqué. On reprend ça là, dans 2 jours. Je vais essayer de faire un effort, mais on n'y arrivera jamais. Non, mais change ton slogan de dernière, change ça, merde. Au contraire, fais un truc marrant, les gauchistes sont des fumiers, quoi. Tu vois, tu prends plus avec ça. Sur moi pour écrire une chose pareille, là, tu comprends immédiatement. Il y a un œil crevé chez les gauchistes. Marcelin lâche ses chiens, tu conclus, les gauchistes sont des fumiers. Bon, bah, voilà, tu trouves ça drôle, toi? Il y a des fois que Cavana dit bon t'as trouvé des sous pour payer le prochain procès et tout, parce que c'est vrai que des fois ça y allait. Ah ils ont eu des procès, ça leur a coûté la peau du cul parce qu'ils ont envoyé des fions. Ils ont eu des procès avec l'église à l'époque. C'est vrai que le clergé n'était pas comme maintenant, il était plus puissant. Il y a un peu une inversion des valeurs, c'est-à-dire que maintenant le clergé, le pauvre, on a presque envie de prier pour lui pour qu'il survive, parce que qu'il est en train de renaître un peu là, visiblement, parce qu'on a une nouvelle génération de cubénis qui refait surface. C'est très bien, comme ça on va se marrer plus tard, on pourra se moquer d'eux. Mais en même temps, moi j'en connais, c'est des copains et des copines, ils sont pas méchants. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt les islamistes, et je dis pas les musulmans, les islamistes intégristes qui nous font chier. Eux, ils sont dangereux parce qu'eux, ils prennent des kalachnikovs. Hein. Ils font pas simplement jouer la censure, c'est poum. D'ailleurs, on a vu en 2015 ce que ça a donné, puisque la bande à Charlie s'est fait buter. Hein. Donc, c'est pas des gentils. Donc revenons à Choron. Alors Choron et Charlie Hebdo. Donc là je vais vous montrer un extrait de l'enterrement de Charlie Hebdo chez Michel Pollack à Droit de Réponse. C'était en 82. Et là ça partait dans tous les sens. Ils étaient bourrés comme des coins, enfin surtout Choron. C'était le début des années 80 de merde. C'était le début des années tapis et Charlie était mort. En 2 mots, le producteur Michel Pollack avait choisi de consacrer son émission Droit de Réponse à la disparition de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Une noble idée, car tout le monde le sait, la mort d'un journal, surtout aussi typé que celui-là, c'est un peu de la liberté d'expression qui disparaît. Mais les journalistes de la télévision le savent, le direct est toujours une aventure, et il faut bien constater que de ce point de vue-là, on est allé très loin hier soir dans l'émission Droit de Réponse. Alors ce matin, Christiane Delacroix a voulu recueillir les premières impressions des téléspectateurs, mais d'abord, on se replonge dans l'étonnante ambiance
de droit de réponse qui est Bon, Cavana, là-dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Vous le voyez, Charlie Fallot est mort, je l'aimais, à notre regretté Charlie Hebdo. Oui, continue. Les jeunes jugent Charlie Hebdo, c'est un journal de vieux, c'est toujours pareil, l'humour c'est un truc de vieux. Les jeunes sont des vieux, on Alors, s'en rend pas compte. il y a 55 millions de vieux. Ah, elle est bonne celle-là. Alors, attendez, il y a un lycéen qui redemande la parole là de Condorcet. Je trouve curieux que, en fait, ce sont des vieilles gens qui s'apitoient sur la mort d'un journal de vieux, et on s'étonne que les jeunes ne l'achètent plus. Alors je trouve ça assez curieux quand même que ces gens de 50 ans, qui eux ont lu ce journal, s'étonnent que les jeunes ne lisent plus un journal qui n'est plus de leur temps. Est-ce que je peux répondre à ces défections? Bon, allez, sors-moi un mot. Bon, je dis que ces gens-là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux, des trous du cul, des cons. Bon, alors, écoute, excuse-moi, j'espère que la caméra est sur moi. Bon, Polak, je veux dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est les mots de ma mère, c'est les mots de ma grand-mère, c'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi du mot. Bon, ils n'ont rien à foutre. Bon, ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. 10 ans après la mort du premier Charlie Hebdo, il y a Philippe Val qui est allé voir Cavana et qui lui a dit « Ah, ça serait bien qu'on remonte Charlie Hebdo ». Donc Philippe Val était en duo avec Patrick Fonte. C'était le duo Fonte-Val que j'ai bien connu. Et j'ai bien connu Patrick Fonte, vu que c'est le parrain, enfin c'était le parrain de ma fille, de ma dernière. Et on a découvert Val sous un autre angle. Je le connaissais en tant que chaussonnier, il faisait de mal à personne. Et là, il s'est pris pour un journaliste, pour un directeur de rédaction. Et donc il s'est dit, tiens, si on remonte Charlie Hebdo, peut-être que je pourrais faire carrière comme journaliste. Parce qu'il aurait aimé être journaliste à Libé, hein, en fait. Parce que quand on lisait ses chroniques, on disait, tiens, c'est encore un mec qui a raté son concours d'entrée à Libé. Donc il s'essaye à Charlie Hebdo. Et donc il faisait des éditoriaux qui étaient des vraies leçons de morale. Et en même temps, il faisait la pluie et le beau temps, il faisait le censeur, il censurait quand ça lui plaisait pas. Alors il faut dire que la nouvelle façon de fonctionner de Charlie Hebdo, tendance Philippe Val, avec Cavana. Donc en fait Philippe Val se servait de Cavana, parce que Cavana c'était une grande marque. C'était une référence de la deuxième moitié du XXe siècle, donc c'était un intouchable. Hein. Et donc Val se servait de Cavana pour exister. Sans le talent de Cavana, Philippe Val n'existait pas. Sans le talent de Patrick Fonte non plus d'ailleurs. Il n'aurait pas existé en tant que chansonnier. Donc il censurait. Les réunions de rédaction n'avaient plus rien à voir avec celles du Charlie Hebdo des années 70, parce qu'à l'époque, on ne publiait pas Charlie Hebdo tant que tout le monde n'était pas d'accord sur la couverture, tant que tout le monde n'était pas d'accord sur tel article, etc. Donc des fois, ça finissait au petit matin, parce que, bon, pendant que la nuit passait, ça torchait dur pour pouvoir, pour avoir du carburant, hein, pour continuer à débattre et à s'engueuler. Et du coup, dans la version Charlie des années 90, 2000, 2000, etc., c'était plus du tout comme ça. C'était Monsieur Val qui décidait à la fin ce qu'on publiait et ce qu'on ne publiait pas. Et ce qui était étonnant, c'est que des gens comme Wolinski, comme Cavana, acceptaient ce genre de choses, alors qu'ils avaient juré qu'ils ne pratiqueraient aucune censure et que tout passait dans le débat. Je parlais de Wolinski, ça me fait penser à une phrase qu'il avait dite, une phrase géniale. Parce que bien qu'il ait fini avec Val, c'est un mec pour qui j'ai de l'admiration, pour qui j'avais de l'admiration, vu qu'il est plus de ce monde. Enfin, si, j'ai toujours de l'admiration, puisque son œuvre est restée. Et Wolinski avait dit cette phrase géniale, « Nous avons fait mai 68 pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus. » Et ça résume tout. Parce que quand on voit les vieilles badernes de 68 qui sont encore en vie, quand on voit ce qu'ils sont devenus,
Et quand on voit le pouvoir en place qui soutiennent, on a envie de dégueuler. Franchement, on a même envie de leur gerber dessus, quoi. Val fait ses chroniques le lundi sur Europe 1, Cohn-Bendit, n'en parlons pas, avec Luc Ferry sur LCI, Finkielkraut, mais il faut voir, Romain Goupil, mais on peut en faire toute une série. Mais ces mecs-là, mais ils se chient dessus, quoi. Ils sont devenus exactement ceux qu'ils ne voulaient pas devenir. Quand ils disaient en mai 68, l'imagination au pouvoir, du coup, comme ils n'avaient pas d'imagination, bah, ils ont préféré prendre le pouvoir. Et donc là, je vais vous montrer un extrait où Choron vient montrer son refus de faire partie de cette bande de cons en 92. Il hurle. Enfin, voilà l'extrait. Monsieur Choron, c'est extraordinaire. Oui. Alors, vous sortez la monnaie, les mecs, 30 balles. Alors, il y a 15 francs pour le vendeur et il y a 15 francs pour Choron, se saouler la gueule. Alors, pardonnez-moi, c'est les plus grands dessinateurs du monde. Qu'est-ce que tu dis dans ta vie, espèce de gros con à l'énergie? Vous filmez un gros plan, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dis dans ta vie, gros con à l'énergie? Bande de merdeux! Moi j'ai fait Harakiri, j'ai fait Roland Topor, j'ai fait Coluche, j'ai fait tout ça. Et je me fais virer par le patron. Et je vous jure que je foutrai plus les pieds dans cette baraque de merde. Voilà. Alors Choron sortait des dictons, il y en a eu pas mal et tout. Il y en a un qui m'avait amusé, c'était la main ne peut retenir le paix qu'on vient de lâcher. Ça c'est le genre de dicton, moi j'adore. Il a chanté aussi avec les garçons bouchés, un petit extrait. L'assassin fait un dur métier. Alors du cri, il faut se lever. Et pour tuer prestement. La lame qui saigne à blanc. Il étudie l'anatomie. Il sait par où s'en va la vie. Et qu'on peut pas saigner la vieille. En lui tranchant le gros orteil. L'assassin doit se cultiver. Des plus spécialisés. Apprendre le geste du saumon. Seigneur qui sème la peur. Que planter dans la poitrine. Un couteau ne prend pas racine. Et qu'un couteau planté dans le dos. Il y a un joli porte-manteau. Il y a assassin et assassin. Il y en a des moches, il y en a des biens. Se faire assassiner, c'est rien. Si on tombe pas. Et un grand moment du professeur Choron, voici ses fiches bricolage. Il va vous montrer comment, à lui tout seul, il a réussi à recycler le communisme. Hello. Cette fois, ça y est. Vous êtes bien décidé à adhérer au Parti communiste français. Cependant, au dernier moment, vous faites demi-tour, car sur la porte d'entrée, un dessin vous intrigue. Rentrez à la maison, vous réalisez concrètement le dessin qui vous a intrigué. Pour cela, vous vous êtes procuré une faucille et un marteau. Vous les disposez comme sur le dessin en les transperçant d'un trou pour y glisser un petit boulon dont vous serrez l'écrou à la pince. À votre grande surprise, vous obtenez une cisaille très pratique pour découper les carottes en rondelles. Néanmoins, un parti politique qui a pour symbole un coupe-carotte, ça ne fait pas sérieux. Vous pouvez toujours y adhérer, mais on vous aura pas vu. Et qu'est-ce qu'on dit? Alors, je parlais aussi de l'altruisme de Choron tout à l'heure, avec Gros Dada. C'est vrai qu'il a sorti Gros Dada, ça lui a rien rapporté, mais les gamins se sont régalés. Et il avait sorti un journal qui s'appelait La Mouise. Et ça, c'était pour faire vivre les SDF, parce qu'on dit plus clochard, on dit SDF. Alors que clochard, franchement, ça a une autre signification. SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Mais un clochard, c'est pas qu'une absence de domicile qu'il a, c'est autre chose, c'est un tout. C'est un tout qui fait qu'on devient clodo, qu'on devient clochard. Moi, j'en ai connu un devant la fac de médecine à Lyon. Et ça, j'étais gosse, hein. Enfin j'étais gosse, oui, j'étais gosse, j'avais 15 ans. Et il me dit, tu vois, avant, j'ai été médecin ici. Et il montrait la fac de médecine. En fait, il avait été interne, et puis un jour, il s'est barré, il a fait la route et tout ça, puis il a fini clodo. Et Choron
par rapport au clochard, par rapport au clodo, il s'était dit putain, on fait des journaux pour défendre les sans-abri et tout ça, mais il faut voir le contenu, c'est triste à pleurer, c'est la misère, on parle que de ça, faut faire pleurer les gens et tout. Et lui il s'est dit mais et pourquoi les pauvres, les clodos, tout ça, ils n'auraient pas le droit de se marrer? Donc il avait créé la Mouise avec des dessinateurs comme Charlie Schlingo, comme Villemain et tout ça. Et donc il avait proposé à ces clodos de vendre à la criée ce journal et en leur disant bah voilà les bénéfices bah, vous les prenez dans la poche. Donc lui il se remboursait sur les ventes pour le journal et les bénéfices allaient pour ceux qui vendaient à la criée. Voilà, ça c'était Choron. Et il l'a fait avec eux en plus, il vendait à la criée avec eux. Il a pas fait le patron comme ça et tout, je vous regarde de haut. Non, non, il l'a fait aussi. Et ça c'est assez hallucinant quoi. Quand on lui demandait s'il avait des valeurs, il disait non, aucune valeur. Quand il disait un coup chez Fogiel, on lui demandait alors vous êtes grand-père, je suis sûr que vous êtes un papy gâteau, un papy gâteux et tout. Et lui, ça le foutait hors de lui. Il disait non, 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 certainement pas. Jamais je m'occuperai de tes gamins, je leur torcherai jamais le cul, qui crèvent dans leur couche avec leur merde au cul et tout. Choron a fait des apparitions dans des films comme Le Roi des Cons, avec Patrick Fonte d'ailleurs. Et Fonte m'a raconté des choses hallucinantes sur Choron. Mais ça, il faudrait que je refasse une vidéo là-dessus. Ce Choron faisait un roman photo aussi. Donc, il prenait plein d'artistes connus. Hein. Il y avait Eddie Mitchell, il y avait Souchon, il y avait Patrick Fonte, il y avait Gainsbourg, enfin bref. Il leur faisait faire des romans photos et des fois ils se retrouvaient à poil, dans des positions incroyables. Et ça, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui, ça. C'est des trucs, mais Choron ne pourrait pas exister aujourd'hui, en fait. Il serait interdit. Donc c'est fini le temps où il se trouvait des choses complètement imprévues. Et puis en 2005, Choron nous a quittés. Et c'était pas longtemps après GB qui avait créé l'an 01 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, ça a été un gros coup, 2005. On a eu 2 ans avant Béranger, qui était un copain de GB, qui a cassé sa pipe, ensuite GB, puis ensuite Choron. Ça faisait beaucoup. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas trouvé d'héritier à Choron. Il y a des humoristes qui se revendiquent d'Harakiri, de Desproges et tout ça, qui étaient à France Inter, des mecs comme Guillaume Meurice, comme Van Hennecker et tous ces gens-là, mais en fait ils sont pas drôles. Ils croient qu'ils ont de l'humour parce qu'ils sont de gauche et qu'ils soutiennent la France Insoumise. Mais ça suffit pas. C'est pas en écrivant Zob sur une affiche de Zemmour qu'on est drôle. Je veux dire, faut avoir plus de profondeur. Oui, parce que quand on voit ce que c'est que l'humour France Inter aujourd'hui, et ce que ça a été à l'époque du tribunal des flagrants délires avec Desproges et Louis Régaud, et Claude Villers, mais Claude Villers c'était celui qui mettait tout en scène, mais il fallait voir comme ça saignait à l'époque. Hein. Desproges qui se payent Le Pen en direct sans faire de concession, c'était balèze. D'ailleurs Le Pen rigolait, bon peut-être qu'il riait jaune, mais il était assez sensible à l'humour, comme quoi, vous voyez, on peut être un fasciste et rigoler, hein, fidèlement. Enfin, je sais pas, moi je suis pas fasciste. Faudrait que je demande à un fasciste s'il est sensible à l'humour. Si vous connaissez quelqu'un qui est fasciste, mettez-moi en lien avec lui, mais un vrai fasciste, hein. Pas un électeur du Rassemblement National, ça veut rien dire. Mais un vrai, un fasciste, avec toute la doctrine et tout. Et on va voir s'il est sensible à l'humour. Pourquoi j'admirais Choron et pourquoi je l'admire encore? Parce que justement c'était un gars complètement incontrôlable et qui en avait rien à foutre de plaire ou pas plaire. Il était comme ça, brut de chez brut, et en fait il cherchait pas à faire de l'audimat. Professeur Choron, bon, on connaît votre univers qui se voulait bête et méchant, et nous sommes tout à fait en fin de séquence. Là, moi je voudrais simplement dire que vous ayant côtoyé là pendant quelques secondes, je ne vous trouve pas bête du tout, pas méchant du tout. Je crois qu'il y a beaucoup de tendresse derrière tout ça, non? Non, il n'y a pas de tendresse. La bêtise et la méchanceté sont les fondations de l'humanité. C'est pas une façon de dire les choses à l'envers? Rien. Il n'y a pas de tendresse, pas un rond de tendresse. Bien, Françoise, nous actons.
Choron fut quand même le directeur de campagne de Coluche en 1981. Ce Coluche s'était présenté aux élections présidentielles et c'est Choron avec Charlie Hebdo de l'époque qui a soutenu la campagne de Coluche. Et d'ailleurs, vous allez voir ce que Charlie Hebdo avait publié à l'époque et l'appel de Coluche pour les élections présidentielles de 81. Hein, donc il voulait leur foutre au cul. Et ça, évidemment, Coluche se présentant, voulant leur foutre au cul à tous les politiques, ça n'avait plus à Choron, forcément. D'accord, il y en a qui ne sauraient pas que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. On dit à la population, Coluche est candidat. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi. Tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Coluche sait trouver les formules choc et il sait aussi s'entourer. Il choisit comme organe de propagande 2 journaux satiriques très en vogue, Charlie Hebdo. Choron a été déçu que Coluche aille pas plus loin, mais en même temps, quand on voit ce qui s'est passé pour Coluche, on comprend mieux pourquoi Coluche s'était arrêté. Hein, comme il disait, vu que ça me fait plus marrer, je vois pas comment je pourrais faire marrer les gens. Alors Coluche s'était présenté avec cette phrase politiquement la France est coupée en 2, avec moi elle sera pliée en 4. Bon, ça résumait tout. Voilà. Et donc, je vais vous laisser avec une chanson que j'avais écrite en hommage au professeur Choron, qui s'appelle Professeur Choron. Je l'ai traitée à la manière gros dada. C'est une chanson que les gamins adorent. Il y en a souvent qui me la réclamaient dans les concerts et tout ça. Et en fait, c'est vrai que je l'avais traité à la mode gros dada parce que j'avais pas envie de me prendre au sérieux pour lui faire un hommage avec des sentences pompeuses, avec une espèce de politesse de gauche radicale et tout ça. Je voulais pas rentrer là-dedans. Il faut se retirer de la tête que c'est triste la mort. Il faut que disent à chaque fois qu'il y a un mort, ça rend service. Un mort, ça rend un petit service. 1 million de morts, ah putain, tu sens que tu respires mieux déjà. Mais il faut apprendre ça dans les écoles. En disant, vous allez mourir les enfants, plus tôt vous serez morts, mieux ça vaudra pour tout le monde. Le professeur Choron fut un grand philosophe. Moi je peux balancer à la planète entière que j'aurais tant aimé me l'offrir comme prof durant mes 30 années d'école buissonnière. Sacré bouffon vieux mécréant qui nous fit rigoler. La camarde a trouvé marrant de venir nous le faucher. Et comme des proches réserves Coluche et puis Topor, il fit pleuvoir sur son suaire les larmes d'un croque-mort. Le professeur Choron fut le plus grand penseur. Ah, ça vous fait marrer, mais je vais vous le prouver. Relisez ces dictons, avouez qu'ils sont meilleurs que les essais de nos intellectuels branchés. Et les boutons de la faluche ne savent pas d'ailleurs qu'il faut pas chier contre la ruche si on a le cul en fleurs. En politique, nom de Dieu, bonjour la sinistrose. On sait qu'après la gerbe bleue, on a la chiasse rose. Le professeur Choron fut un grand scientifique. Faut voir ce qu'il a pondu sur Dieu et la Genèse. C'est un provocateur, pervers et diabolique, disaient les cubénis du lycée Sainte-Thérèse. Grâce à lui, on sait que la terre est une crotte de nez, que Dieu roula sous son derrière juste avant de péter. Et cette boulette, une fois modelée, elle s'est mise à schlinguer. Quand ils ont voulu la squatter, les anges ont dégueulé. Choron, en tant que parachutiste, découvrit les joies de la connerie militaire. Il en sortit un jour complètement anarchiste, à tel point qu'il faisait flipper les libertaires. Un verre de champagne à la main, il matait les bons culs, des viergines ou des putains, bref un cul c'est un cul. Il disait rien ne vaut la baise avant la pourriture. Et mon chanton de Gonzalez et je vous dis nos futurs. Et mon chanton de Gonzalez et je vous dis nos futurs. Et qu'est-ce qu'on dit?
Ouais, merci, professeur Choron.